Attends, ça fait sérieusement un mois que j'ai pas sorti de chronique? Oh putain. Ah, Aincrad. L'arc initiatique, l'arc qui posait les bases, l'arc qu'il ne fallait sous aucun prétexte rater. Et contrairement à ce que mon ton de voix vous a fait penser, Aincrad est réussi. C'est parfaitement ce qu'on pouvait attendre d'un début d'animé. On nous présente tous les persos importants, on introduit le personnage principal, on le développe, on présente les antagonistes, on développe les relations amoureuses et amicales des personnages principaux. Ouais, sur le fond, il ne manque qu'un point, l'univers. L'univers n'est pas présenté, j'en ai rapidement parlé dans mon premier Link Start, mais on va y revenir plus en profondeur. Et au final, Sword Art Online a-t-il bien réussi son lancement? On va voir ça avec un petit invité surprise. Bien, à partir de maintenant et jusqu'à la fin de la vidéo, j'estime que vous avez pris la peine de regarder au moins l'arc Aincrad. Vous en aviez eu temps et je l'ai moi-même fait 2 fois pour cette vidéo. Aincrad commence sur la présentation très brève de SAO et du Nerve Gear, sans briser le 4ème mur, ni sembler forcé, à l'aide d'un reportage. Et c'est déjà un bon point, on sent que l'œuvre ne veut pas se dérouler sur les schémas du héros qui fait des monologues pour expliquer ce qu'il sait déjà aux spectateurs. Bon, il arrive qu'il y en ait, on va pas se voiler la face, mais ils sont réduits par d'autres biais scénaristiques. L'arc va de l'épisode 1, ça me semble quelque peu logique, oui, à l'épisode 14, autant d'épisodes qui seront marqués par le magnifique opening Crossing Field, chanté par la talentueuse Lisa, qui nous fera le ending des 2 derniers arcs de la saison 2 et opening de l'arc 1 de la saison 3. Autant dire que c'est une habituée, et j'en profite pour dire que ces openings sont à mon goût les meilleurs. Voilà, ça servait à rien, mais je suis content de le dire. L'anime nous fait suivre les aventures de Kazuto Kirigaya, et qui est Kirito pour son nom de joueur de Meuporg. Je l'ai déjà présenté dans le premier Link Start, et si tu ne l'as pas vu, je t'invite à le voir avant celui-là. L'affiche est en haut à droite. Et au cas où tu te demanderais, l'autopromo était bien sans gluten. L'épisode 1 nous présente bien l'univers et les enjeux, ça peut paraître rien, mais en 30 minutes tu connais déjà l'objectif, la finalité, les enjeux, le méchant, le personnage principal. Et c'est une bonne chose, car le format de SAO est très épisodique. L'épisode 2 nous place tout de même 2 mois après le jour de la connexion. L'anime ne veut pas suivre les aventures de Kirito à la manière de One Piece, qui ne cut que pour certains voyages, en bateau ou ellipse de 2 ans. L'histoire suit les événements marquants et importants, et non tout le superflu qu'on pourrait avoir. Certains l'ont vraiment reproché, et il est clair que sur 100 boss théoriques, le fait de n'en voir qu'un maximum de 10, et encore, est vraiment frustrant, et au premier abord, on a l'impression que le scénariste avait la flemme, et l'univers ne subit donc aucun développement. Et bien que cela n'handicape pas l'histoire, on aurait bien aimé voir tous ces boss au design très sympa que nous montrent les œuvres ou produits pareils, tels que les jeux vidéo ou manga. Et j'avoue que, quand j'ai découvert, je croyais qu'on allait voir 100 boss, quelle ne fut pas ma déception de passer du palier 1 au palier 11 en 3 épisodes. Oui, mais toi t'es con aussi. Attends, je t'avais pas tué dans le dernier épisode? Ah si, c'était très chiant, mais l'administrateur m'a ressuscité. Attends. En plus de me forcer à faire des chroniques qui m'obligent à te côtoyer, je vais régler ça vite fait bien fait. Il est donc clair que cette décision narrative n'a pas plu à tout le monde, et a contribué à la controverse de cet animé. Mais quand on comprend que ça nous évite des épisodes de remplissage, on s'en porte mieux. Je pense que j'aurais été vite lassé de voir 100 combats de boss et leur préparation. Le schéma narratif ne se répète pas, car il tient sur 15 épisodes, et c'est pas plus mal, car même si j'aime beaucoup One Piece, on ne va pas se voiler la face, les arcs suivent grosso modo le même schéma narratif, et on en connaît généralement la fin, sans les subtilités bien sûr, même si ça a l'air de changer avec l'arc Wano. À voir. Revenons-en à SAO, et maintenant que nous avons parlé de l'univers, parlons des personnages, et on va établir un truc vite fait. Tous les personnages, à l'exception d'Asuna, et encore, ne servent presque que le développement de Kirito. Ils ne sont pas récurrents, ne font généralement pas avancer l'histoire principale, et seulement ils aident Kirito à grandir. Vous le voyez comme vous le voulez, et certains me diront que cette baisse drastique de la quantité de personnages utiles à l'histoire, c'est néfaste. Par contre, il faudra m'expliquer pourquoi. Pour autant, je pense que cela est génialissimement réussi. Kirito est un personnage développé comme personne d'autre dans cet arc et saison en fait, et ça rend très bien. Sa personnalité est étroitement liée à son caractère initial, bien sûr, mais aussi à son vécu, et je vous assure que développer un personnage en fonction de son vécu sans en faire un Dark Sasuke émo-gothique, ou un perso noyé sous accumulation d'histoire, soit à l'inverse un perso trop peu impacté, c'est dur. Eriki a très bien réussi, car s'il n'a pris la peine de ne réellement développer que Kirito dans cette aventure, il lui a fait de main de maître. L'événement majeur, c'est la mort de Sachi et de sa guilde en général, c'est cela qui va renforcer et dicter les comportements de Kirito tout au long du jeu. Jamais plus dans ce jeu mortel il ne se rangera dans une guilde sans y être forcé. Il fera bien 2 ou 3 duos, mais soit uniquement pour la durée d'un épisode, soit avec sa future compagne Asuna. D'ailleurs Asuna, parlons-en, sa relation avec Kirito est comme un pansement sur la plaie béante de la mort des chats du clair de lune. Elle est sa plus grosse source de compagnie humaine et le personnage qui importe le plus. Kirito voit presque en elle le moyen de se rattraper de Sachi. Il veut la faire vivre, car il l'aime en premier lieu, mais aussi, et c'est plus subtil, car il ne veut plus être responsable de la mort de quelqu'un et ne rien faire pour la survie de cette personne, c'est déjà avoir une part de responsabilité. Kirito a du mal avec les responsabilités, c'est entre autres ce pourquoi il n'a pas pu prendre plus que Khan comme allié. En tant que joueur le plus expérimenté, il aurait dû aider son équipe, et ce pourquoi il jouera solo.
Les responsabilités sont un thème récurrent dans cet animé. Kirito devra les affronter au plus fortement dans l'épisode 2 et épisode 3. Le premier épisode au contraire se terminant sur le déni et le rejet de ses responsabilités de bêta-testeur. La mort de Diavel est pillée là-dedans. Diavel a su endosser ses responsabilités de bêta-testeur, il a guidé le groupe, pris soin des novices, et surtout a su affronter la mort et l'échec en face. Diavel oblige Kirito à prendre ses responsabilités. Fais-le pour les autres sera la phrase qui marquera l'anime. Kirito fait presque tout pour les autres. Il sert de bouc émissaire en mentant sur les capacités des bêta-testeurs et leur permettre de vivre en harmonie avec le joueur lambda. Il ferait l'inverse de Diavel, ce dernier aura réuni les joueurs sans souci de leur statut et su dorer son blason. Lui au contraire ternira son image pour redorer celle des autres. Deux visions qui fondamentalement s'opposent mais suivent le même objectif, unifier et se concentrer sur le principal, finir le jeu. La seule subtilité ne dépend alors que du caractère des personnages. Diavel est un communicant, sans peur et déterminé, alors que Kirito est un ado taciturne qui n'arrive pas à assumer son rôle de meneur malgré lui. On va s'arrêter là sur la psychologie de Kirito, car c'est déjà long, je pourrais en parler bien plus longtemps, et car on n'est pas à l'abri de voir popper un format sur les personnages d'œuvres fictionnelles aussi soudainement qu'un jet pistol dans ta face. Comme je l'ai dit précédemment, les personnages secondaires sont bien moins développés que Kirito dans cet arc, et certains ne le sont même pas. Évidemment, tous ne subissent pas le même sort, certains ont un peu plus des développements. T'as Asuna qui peut se targuer d'être une femme forte, Klein qui a le mérite d'être marrant mais héroïque. C'est un espèce de jeune adulte ringard mais profondément bienveillant. Si je devais faire un top des persos les plus intéressants de la saison 1, contrairement à ce que certains pensent, je le mettrais facilement dans les top 5 si ce n'est plus. A la place d'épiloguer sur ce personnage, je vais plutôt caser ici l'extrait qui m'a probablement le plus fait sourire de SAO, et qui représente Klein mieux qu'une dissertation de 100 pages. Asuna-san? ですな、口下手で不愛想で戦闘マニアのバカタレですが、キリトのことよろしく頼みます。De tous les personnages ayant une amitié avec Kirito, il est avec Yujiro le plus naturel, profondément complice et aimant. Ils entretiennent cette profonde amitié avec des distances dues à ce que Kirito lui a fait dans l'épisode 1. Quand ils sont ensemble, ils semblent capables de tout. Yujiro et Klein peuvent en fin de compte être vus comme les deux facettes d'une amitié finalement aussi forte que différente. Asuna est assez peu profonde dans cet arc au final, elle sert surtout de motivation à Kirito et devient pendant les deux épisodes 11 et 12 insupportable. Elle ne cesse de pleurer et ne sert quasiment à rien. Le héros il s'inverse vers la fin quand c'est Ei qui se met à réconforter Kirito et Ei qui le protège. Mais au final, même si le perso est cool, il ne subit pas un développement conséquent dans cet arc, et c'est fort dommage. Puisqu'on parle des épisodes 11 et 12, parlons d'Yui, essayeur de niquer animé en un personnage. Yui est un personnage qui n'est pas détestable en soi, la preuve dans l'AEO, elle est beaucoup moins intrusive et beaucoup plus agréable. Mais son introduction et son traitement dans SAO sont désastreux, et je pèse mes mots. Que ce soit le délire malsain d'adopter une IA comme ta fille, le fait que seuls Kirito et Asuna soient les seuls joueurs à attirer Yui, qu'une IA programmée pour simuler des sentiments puisse en avoir, le fait que Kirito tape au hasard sur une console sans aucune logique pour accéder au cœur de Yui, car là tu me feras pas croire qu'il sait ce qu'il fait, ou Asuna pendant les deux épisodes, rien de ce qui est en rapport avec Yui dans cet arc n'est appréciable. Et c'est dommage. C'était sympa l'idée d'introduire un élément de la méta du jeu dans le jeu, mais l'idée a été le moins bien exploitée possible. En plus d'apparaître comme un espèce de cheat code qui peut résoudre tous les problèmes en 2 secondes, le perso est intrusif et entretient une relation déroutante avec les héros. En parlant de cheat, parlons de la fin. La fin de l'anime est clairement un aveu d'échec de Kirito. Asuna meurt et Scriff le bat. Autant j'étais satisfait et étonné du plot twist du méchant allié, mais la fin m'a laissé sur ma faim. C'était pas super drôle. Vraiment, c'est probablement un délire de fanboy, mais j'aurais vraiment aimé le voir vaincre Escliffe à la régulière. Il aurait finalement vaincu le jeu en tuant le Game Master. Autant cette fin a le mérite de donner de l'utilité à Asuna, autant elle laisse un arrière-goût de déception. Que ce soit le Deus Ex Machina, la mort de Kirito ou le fait que Steve venait de tuer 4000 personnes et séquestrer 10 000, et qu'il tape la discute calmement dans le processus de fin en lui souhaitant que ses rêves soient possibles. Non, vraiment, cette fin était en dessous de mes attentes, et même si le dernier combat a une animation plutôt bonne, ça ne rattrape pas le trou de sens et d'image que j'y ai trouvé. Ça fait très pouvoir de l'amour alors que cet animé avait le mérite de ne pas l'avoir utilisé au préalable, et franchement c'est dommage. C'est efficace bien sûr, hein, mais je trouve que le message est quelque peu terni, même si, no spoil, Kirito se rattrapera plus ou moins plus tard. Tout cet univers est porté par une animation assez hétérogène. À certains moments, on vibre devant des épisodes, mais parfois l'animation est plus ou moins médiocre. Évidemment, il est impossible d'avoir une animation totalement homogène dans un animé. Certains combats sont moins importants et les studios sont souvent en recherche de temps et de moyens, donc vouloir animer à moindre coût des combats trop basiques est normal. Mais dans SAO, c'est vraiment flagrant. Certaines scènes ne tiennent presque pas de l'animation, ce sont presque que des dessins s'enchaînant à un rythme très bas. Et à contrario, d'autres combats sont une friandise pour les yeux. C'est fluide, beau, rapide, nerveux, on en devine les détails, les coups ont une vraie force, les personnages ont un poids, et les mouvements sont très naturels et organiques. Le réel défaut, c'est les cinématiques PS4 qui remplacent des trucs que les animateurs avaient à flemme de faire.
le dragon, le boss de l'étage 75, et j'en passe. Alors oui, je suis sévère, c'est pas forcément des trucs faciles à animer, et le monde de la Japanimation est très dur. Mais l'incrustation rend vraiment pas très bien à certains endroits. Plus cinématique que Titan Colossal dans SNK saison 2 ? Non, quand même pas. Rien ne fait plus cinématique que ça. Si je devais citer un autre problème dans l'animation de cet arc, ce serait l'animation de certains combats à l'épée, se résumant à de la lumière sur un fond noir, ce qui m'a quelque peu énervé, car c'est vraiment agaçant de voir des raies de lumière à la place d'un combat chorégraphié. On notera tout de même comme très bon point que ces défauts sont restés cantonnés à cet arc, et que la qualité des suivants va crescendo, signe que les studios investissent là où il faut et prennent en compte les reproches qui auront été faites. Pour finir sur cette partie, je dirais que l'animation n'est pas le point fort de cet arc, elle n'est pas détestable, mais est à un niveau lambda, malgré qu'elle soit ponctuée par de bonnes surprises. Bon, on va passer vite fait sur la cohérence de l'univers et de l'animé, car il y a de légers défauts, mais je ne compte pas épiloguer dessus, car ils sont mineurs, et je ne compte pas théoriser des explications. Le plus majeur serait la régénération des HP, qui semble bugger. Ah bah bravo Kayaba! On applaudit! Non, plus sérieusement, la régénération des HP introduite dans l'épisode 4 ne semble pas s'appliquer, que ce soit dans les combats de boss ou à fois où il se fait attaquer par un membre des Ofin Kofin, et j'en passe. L'animé semble oublier ce concept. On pourrait aussi parler du fait que là, notre beater, il est déjà mort, que personne n'ait détecté un programme provoquant la mort avant le lancement, que personne n'ait trouvé une solution au casque inenlevable, enfin je veux dire, entre nous, enlève la prise secteur et attends que la batterie se décharge. Voilà. Mais je n'en vois pas l'intérêt. Je n'en vois pas l'intérêt car c'est certes dommage, mais est-ce que ça amoindrit l'animé de son message, son sens, ses personnages inoubliables? Non. Dans un sens, ça dessert l'animé, bien sûr, mais ça sert au scénario et à la mise en scène. On aurait pu introduire des explications, mais ça parasiterait l'histoire et son déroulement. Personnellement, ces détails n'ont en rien rendu mon visionnage plus désagréable. Tout était fluide, s'enchaînait et ne se voulait pas avoir une explication de 5 minutes. La morale de l'histoire n'était pas endommagée par ses facilités de narration en somme. Prenons un exemple plus parlant, les 5 minutes de Freezer dans la saga Namek de DBZ. Oh mais Champi, tu rapportes tout à DBZ? Bah oui connard, parce que je suis pas le premier à t'expliquer quand même, j'espère, que Goku, c'est le héros type du shonen. Goku c'est un cliché parce qu'il a introduit le cliché, et donc normal que quand je traite d'un shonen, je me réfère plus ou moins à Goku et à Dragon Ball. C'est la base du shonen. Donc la scène des 5 minutes de Freezer, elle ne respecte pas la cohérence du manga. 5 minutes c'est pas 5 heures, à moins que tu ne veuilles prouver que le temps est relatif. Mais c'est pas le propos d'Akira Toriyama. La scène est incohérente. Ça ne m'empêche pas d'être génialissime. Les 5 minutes de Freezer, c'est les 5 minutes les plus palpitantes de DBZ pour moi. Et vous ne m'enlèverez jamais ça. Mais il sert très bien l'histoire et l'animé. La transformation en Super Saiyan, c'est mythique et c'est génial. Et pourtant ça se passe au milieu d'un espèce de flou de cohérence qui est tellement énorme que c'est devenu un mème. Et pourtant le message et la morale de cet arc n'est pas desservi, loin de là. Et puisqu'on parle de morale, venons-y. Cet animé parle surtout de Kirito, vous l'aurez compris. Les thèmes récurrents sont les responsabilités, la confiance et les manières de les appréhender. C'est Kirito qui fera avancer le monde, et pas l'inverse. C'est son rôle et sa responsabilité. Il y a une fracture entre les attentes des gens envers lui, qui le voient comme un libérateur, et son opinion de lui-même et sa façon d'appréhender la confiance des autres, qui est plus un poids qu'un soutien. Il devra aussi porter le poids des morts, que ce soit de sa main, par sa négligence ou par sa faiblesse. C'est un arc que je mettrais étonnamment en relation avec la période de l'adolescence. On se cherche, on assume de nouveaux rôles, on trébuche, on découvre des relations amoureuses vers cet âge-là, sauf si t'es un 2005. On fait des choix majeurs. Nos amis meurent. Kirito remplit donc très bien le rôle de porter la morale de l'anime. En plus d'être un personnage attachant, l'identification à ce personnage est très aisée, et le message passe sans qu'on s'en rende compte. Plus j'analysais l'anime, plus je découvrais des grilles de lecture, dont je n'ai même pas parlé car cette vidéo sera déjà longue sans. Et plus je découvrais des grilles de lecture, plus j'arrivais à les associer à notre héros. Que ce soit voulu ou non par Reki, c'est un coup de maître. Pfff, c'était long. Je vais donc laisser la parole à notre invité qui a très gentiment accepté de participer à cette vidéo de merde. Aika, la scène est à toi. Déjà avant tout un énorme merci à Champi qui a pu m'inviter pour cette vidéo et c'était un plaisir étant donné que je n'avais jamais parlé de la saison 1 de SAO sur ma chaîne YouTube à moi. Je peux le faire ici et en plus en bonne compagnie donc c'est génial. Donc dans sa globalité l'arc 1 est très bon voire excellent, du moins surtout par rapport aux suivants qui sont bien loin de l'égaler. Je ne vais pas vous cacher que ça va faire plus d'1 an et demi que je n'ai pas regardé la saison 1 et pourtant en total je dois l'avoir vu 4 ou 5 fois. Donc je me souviens pas très bien de tous les détails mais ça suffira largement pour faire la vidéo. A la base, j'ai personnellement lu le light novel, donc quand j'ai regardé l'arc 1, je n'ai pas vraiment découvert
j'ai revu ce que j'avais lu et donc j'avais une vision différente de l'œuvre. Ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai vu quand j'avais 12 ans pour la première fois et donc je n'avais pas forcément un aspect critique très élaboré. C'est toujours pas le cas actuellement, mais c'est déjà un peu mieux. Tout comme l'a dit Champy plusieurs fois, la morale qui est enseignée ou même le développement de Kirito sont intéressants et surtout bien faits. Et donc je ne reviendrai pas spécialement sur ces points. Au niveau de l'histoire, il y a clairement rien à dire. Pour l'époque, c'était quelque chose de très novateur, un animé qui parle de jeux vidéo. Personnellement, j'avais jamais vu ça et c'est ce qui a un peu démocratisé le genre et qui a ajouté en plus de ça le mode Isekai. Donc franchement, c'était ultra novateur pour l'arc 1 et c'est ce qui a surpris beaucoup de gens, je pense. Donc à mon sens, l'histoire est vachement intéressante et novatrice, surtout à l'époque où elle était sortie. D'ailleurs, la morale qui est enseignée par l'animé est vachement cool et on la doit à Kirito. D'ailleurs, parlons un peu de lui. En fait, la particularité de ce personnage, c'est qu'absolument tous les spectateurs peuvent facilement s'identifier à lui. Surtout ceux qui sont un peu de ma génération, qui à l'heure actuelle ont 16-17 ans, car il a un peu les mêmes passions que nous, les mêmes passions que le public visé. Quand on regarde cet animé, on sait déjà qu'on va pouvoir s'identifier facilement à lui, parce que c'est un sujet qui nous parle et qui nous correspond, et qui semble fortement possible pour notre génération. Ce n'est pas comme dans un shonen X ou Y, comme par exemple One Piece, où là on part carrément dans la rêverie. On ne peut pas s'imaginer être à la place de Luffy parce qu'on sait que c'est impossible. Là on peut s'imaginer être à la place de Kirito, et c'est ce qui fait un peu la force du personnage. Ainsi, grâce à ça, tout le monde va accrocher à l'histoire, tout le monde va subir la même morale que lui, et tout le monde va pouvoir s'imaginer être dans la même situation que lui, et donc aller dans l'Aincrad et vivre ses aventures. Je suis même persuadé que certains d'entre vous rêvent carrément de pouvoir avoir cette chance d'être coincé dans un jeu vidéo. Il y a une certaine passion qui en émane et un certain plaisir, je suis sûr, qui parle à beaucoup d'entre vous. Qui n'a jamais rêvé vouloir jouer à SAO? Personnellement, je l'ai déjà espéré, voir un tel jeu accessible à tout public. Et je me dis que ça pourrait être vachement bien si on en enlève toute la partie néfaste qu'elle entraîne. Si je parle de Kirito, il faut que je parle d'Asuna, mais ça va être très rapide parce que Champy en a déjà parlé et je suis totalement d'accord avec lui. Asuna est un personnage qui est intéressant et donc Kirito et Asuna sont les seuls de l'histoire à l'être. Toutefois, il y a quand même Kayaba, mais en soi, on ne le voit que très peu dans l'histoire et il sera développé au fur et à mesure des saisons. Et à l'heure actuelle, même dans la saison 3, on ne sait pas tout sur lui. Donc il y a que ces trois personnages qui méritent un réel intérêt et les autres, pas tant que ça. Il est vrai qu'il y a aussi le passage avec son ancienne guilde, mais Champy en a déjà parlé, donc je ne reviendrai pas dessus. Et puis en vérité, c'est que je ne m'en souviens pas ultra bien. Mais pour revenir un peu sur Silica et Elisabeth par exemple, ou même Yui, dans le livre original, ces personnages ne sont pas du tout évoqués, à part dans la seconde partie du livre. En tout cas, c'est le cas de la version française. Dans le tome 1, on a une première partie qui se concentre sur Kirito et Asuna, qui montent les étages, et donc qui se développe, et dans la partie 2, on a tout ce qui s'est passé entre les étages, et ils donnent toutes les parties qui ne sont pas vraiment en rapport avec la guilde de Asuna et les différents événements qui concernent directement le couple. Par exemple, l'histoire avec Yui n'est évoquée que dans la deuxième partie. Tout ce qui est un peu en fait annexe est évoqué dans la deuxième partie, et donc ça peut potentiellement expliquer le fait que dans l'animé ils ne soient pas ultra bien développés et que leur intérêt n'est pas maximal. J'espère que vous m'avez suivi. Voilà, c'est tout ce que je comptais dire par rapport au personnage de l'histoire de l'arc 1. Après, comme je vous l'ai dit, je l'ai lu il y a maintenant 4 ans et je ne m'en souviens pas à 100%, et ça se trouve ce que je dis n'est pas forcément ultra vrai. Pour parler maintenant de l'animation, dans les versions qu'on peut découvrir sur Netflix ou même en DVD, c'est au top du top. Pour un animé de 2012-2013, qu'est-ce qu'on peut critiquer là-dessus? C'est beau, c'est fluide, il n'y a aucun plan qui est vraiment dégueulasse, du moins j'en ai pas du tout souvenir, et c'est parfait. Et pourquoi cela? Tout simplement parce que c'est les versions Blu-ray, donc celles qui ont été refaites, et comme l'animé de base devait être pas dégueulasse, tout comme la saison 3, eh bien les versions Blu-ray ont peaufiné la chose et ont rendu ça magnifique. D'ailleurs c'est ce que je pense qu'on aura avec la saison 3 qui, certes par moments pêche pas mal, mais dans les versions Blu-ray et même Netflix, ce sera retravaillé et on n'aura pas ce manque de fluidité, ce manque de peaufinage, ce manque d'attention finalement sera vite retiré. Donc en soi, pour faire une mini conclusion de mon point de vue, SAO Aincrad, donc l'arc 1, c'est au top du top, je n'ai vraiment rien à redire, mis à part ces quelques personnages inutiles, mais comme ils sont inutiles, je ne vais pas les critiquer, parce que tout autant que moi, vous le savez très bien. Kirito est un personnage que, certes, je n'apprécie pas spécialement, mais auquel j'ai pu m'identifier quand j'étais plus jeune, et même maintenant, et rien que pour ça, je trouve que c'est très intelligent. Voilà, encore merci beaucoup à Champy qui a pu m'inviter aujourd'hui, c'est ultra cool, et j'espère que grâce à moi, de nouvelles personnes vont pouvoir découvrir cette fantastique chaîne. Donc je vais le laisser terminer tranquillement sa petite vidéo. Sur ce, c'était le cas du Battle Animation, et on se retrouve très prochainement sur ma chaîne YouTube ou même sur celle de Champignon à nouveau, pourquoi pas. Merci beaucoup à Eka d'avoir accepté de participer. J'en profite pour vous signaler, vous l'aurez compris, qu'il est détenteur d'une petite chaîne super qualitative et bien plus productive que la mienne, qui n'attend que de monter. Donc je vous invite, vous fans d'animé, à aller checker son taf dans la fiche en haut à droite ou à la fin de la vidéo, et de ne pas hésiter à lui passer un petit coucou. Merci aussi de nous avoir éclairé sur certains points, c'était très intéressant d'avoir l'avis et les connaissances de quelqu'un qui a découvert avec le light novel. Ça explique en partie l'écart de qualité d'écriture et d'introduction de certains personnages par rapport aux persos récurrents.
Bon, cette vidéo est vraiment longue et il va peut-être être temps de conclure. L'arc 1 de SAO est une réussite sur de nombreux points et a si bien marché qu'il a réussi à lancer la tendance des isekai. Comme réussite, on peut noter le personnage principal et l'intrigue qui était intéressante, surtout mise en relation avec les réactions des personnages, que ce soit les personnages secondaires ou principaux. Et on peut donc comprendre pourquoi cet animé a autant marqué ceux de notre génération. L'animation est carrément acceptable pour un début d'animé, malgré quelques défauts, il est clair que ça vaut le coup. Et la barre a été vraiment placée assez haute par ce début d'animé, ce qui explique en partie la déception ALO. Encore une fois et plus sincèrement, je suis désolé pour ce temps d'attente et vous pourrez remarquer que cette vidéo a nécessité plus de travail que d'habitude, mais il n'empêche que j'ai au moins un bon mois en trop dans la parution. La prochaine chronique ne sera pas forcément un Link Start, on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que je vais vous faire moins attendre la prochaine fois. J'en profite pour vous dire que je veux vraiment travailler mon animation, donc on en aura probablement un peu plus au fur et à mesure et évidemment de meilleure qualité. N'oubliez pas que la chaîne a un Discord et qu'on se fera un plaisir de vous accueillir, moi et les 2-3 gentils connards qui y sont. Sur ce, en prévision, je vous laisse sur le très réussi opening de Arc Fairy Dance. C'était Champignon Nucléaire, à bientôt.